Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Encore une fois, je vous invite à une rencontre, à une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, c'est avec Sandrine. Sandrine, c'est une personne que je vais découvrir comme vous, qui est à la fois thérapeute, à la fois artiste, elle travaille avec l'argile. Ça va juste être passionnant, ça va vraiment être passionnant. Et ça me fait très plaisir, vraiment chaud au cœur, de vous la présenter. Alors tout de suite, place à Sandrine. Salut Sandrine, Salut Franck. on est bien installé chez toi, dans ces magnifiques fauteuils, où on peut mettre tout le pied au sol. Euh, merci de m'accueillir dans ton univers. On va parler de plein de choses aujourd'hui, on va parler de toi évidemment, on va parler de ce que tu fais, on va parler de ce qui t'anime. Et, euh, et du coup, moi j'ai préparé des petites questions, des vraies questions en tout cas, qui, ouais, j'ai envie d'aller découvrir qui tu es au-delà de ce que tu fais. Ça, c'est important. Et du coup, ce qui me vient, c'est ce premier rapport au cheminement personnel, puisque tu as alors en tout cas au moins deux casquettes, même si j'aime pas parler de casquettes, en tout cas deux univers à la fois particuliers et qui se marient bien, je trouve, c'est l'artistique et le thérapeutique. Tu me racontais un petit peu quels ont été les déclics pour t'amener jusque-là? Ouais, alors, moi j'ai commencé très jeune déjà, à 9 ans, à étudier en fait tous les arts dans une école alternative, enfin un internat. Ouais. Et j'avais accès déjà en fait à tous les arts. Mhm. C'est un enseignement alternatif, je vais faire court, mais qui est un mélange de Ovid Descroly, Freinet, Montessori, et tout ça, ça a été fabriqué en fait par une féministe qui a créé en fait cet internat pour sauver les enfants juifs. Ça, c'est un peu l'histoire de cet internat-là, dans lequel en fait j'ai été réfugiée, puisque moi je revenais d'Afghanistan, parce que j'étais partie avec mes parents vivre ma toute petite enfance en Afghanistan, à Kaboul. D'accord. Ok. Et on s'est retrouvés donc en rentrant d'Afghanistan à cause de l'invasion russe. Donc on a été chassés du pays, hein, on a été chassés du paradis, parce que c'était le paradis à l'époque. Et ouais, l'Afghanistan a été le paradis, vraiment. Et nous, on s'est retrouvés en France du jour au lendemain. Et donc, mon père a disparu à ce moment-là. Je l'ai retrouvé qu'à 18 ans. Voilà, je ne savais pas du tout où il était. On ne savait pas s'il était vivant ou mort, on ne savait rien. Et ma mère, ne pouvant s'occuper de nous, nous a placés dans cet internat-là. Ok. Donc, c'est là que j'ai étudié tous les arts, parce que c'était la base et les fondamentaux en fait de cet enseignement-là. Donc moi j'ai tout fait, hein, peinture, danse, Mais du coup, j'ai une question autour de musique. ça. J'ai une question autour de ça, parce que si on fait quand même un coup de rétro, Ouais. tu arrives dans cette école avec du coup ce parcours déjà enfant un peu atypique. Ouais. Euh, Est-ce que cette arrivée dans cette école et toutes ces possibilités finalement que tu allais avoir, comment tu les prends toi? Tu dis waouh, c'est une chance pour moi. Comment ça se passe dans ta petite tête d'enfant à ce moment-là? Grande Comment question, hein? ça se passe? Je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Ok. Je m'en souviens plus, mais j'étais déjà très curieuse de toute façon de nature. Et l'art m'a intéressée tout de suite, quoi. Hmm. C'était joyeux, il y avait plein de possibles, quoi. Il y avait plein de champs de possibles. Hmm. Et tout ce qui était proposé était passionnant. Ouais. Moi, j'ai toujours été très curieuse, en fait. Je suis une boulimique de travail. Donc, et c'est là que j'ai découvert la poterie. Ok. Poterie. Euh, une espèce d'endroit un peu souterrain. Donc, il fallait descendre des escaliers, aller au fond d'un grand couloir et tout. Et tout au fond, on savait qu'il y avait une porte à pousser. Et on rentrait dedans, on mettait son tablier. Et là, ça y est, on était à l'atelier de poterie. Ouais. Là, c'était magique. Il y avait l'odeur, il y avait...
c'était souterrain. Donc il y avait toutes ces conditions pour rentrer dans une grotte dans laquelle en fait on pouvait... Tout était possible, quoi. Là, on pouvait Magique. inventer son monde. Voilà. Donc moi, ça a été mon premier monde intérieur avec la céramique. Bah ouais. C'est pour ça que c'est devenu mon métier d'ailleurs. Ouais. C'était quoi la question en fait? Il y en a plusieurs en fait. Et tu vois, on commençait à parler de cheminement. C'est-à-dire que le cheminement avait déjà commencé enfant, quoi. Et du coup, il y avait ce mot déclic qui est intéressant. Et du coup, le premier déclic, peut-être, du coup, c'est cette entrée dans cette école. Et peut-être, du coup, cette entrée dans cette pièce, dans cette aventure, quoi. T'as l'impression que c'en est un, en tout cas, toi, dans ta vie? C'est un premier déclic? Ah oui, parce que dans cette grotte, c'était un endroit où tout l'extérieur n'avait pas accès. Ouais. Donc c'était un monde dans lequel en fait j'étais totalement à l'aise, dans lequel en fait je construisais mon monde, mais matériellement. Donc à travers les objets que je créais quelque part en fait mon propre monde. Comme je n'avais pas accès au monde extérieur, puisqu'il était retiré ou il était imposé, j'avais besoin d'un support de création. Ouais, et puis le monde dans lequel tu avais vécu, toi, cette espèce de paradis qui n'existait plus. Et qui n'existait plus. Il y avait tout un monde à reconstruire, en fait. C'est ça. Et donc, avec la poterie, il y a ce truc de je reconstruis mon monde, quoi. Une manière, en tout cas. Je rends quelque chose de concret. Ça te parle, ça? Ouais. Oui, matérialiser dans la matière quelque chose qui est de l'ordre du subtil. Je pense que c'est ça, en fait, le fil conducteur. Et ça l'est encore aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été. Hein. Au fil du temps, c'est devenu ton métier? Alors, pas tout de suite. Ça a pris du temps? Ouais. Non, au début, moi, parce qu'en fait, quand tu grandis dans un internat, c'est très cadré et c'est la vie en collectivité. Donc, tu apprends vraiment à vivre le collectif. Ouais. Je sais ce que ça veut dire que de vivre le collectif au service du collectif et pas au service de l'individu. Donc, l'expérience de mon individualité, je ne l'ai pas vraiment faite à ce moment-là. J'étais au service du collectif. Parce que le collectif primait avant tout. Et ça, c'est des valeurs qui sont très puissantes puisque je les ai vécues pendant 8 ans, quand même. Jusqu'à 16 ans, quoi. Et sortir de ça, j'ai découvert le monde. Et le monde, c'est pas du tout le collectif. Le monde, c'est chacun sa... Chacun pour sa gueule. Voilà. Je l'ai dit, c'est pas toi qui l'as dit. Hein? Chacun sa peau, quoi. Donc j'étais paumée, en fait. À ce moment-là, j'étais paumée. Donc j'ai un peu dérivé. J'ai même beaucoup dérivé. J'ai eu tout un parcours de... Ouais, comme un petit bateau dériveur, là, qui ne sait pas trop où aller. T'as expérimenté, quoi. Etc. Donc j'ai expérimenté plein de choses. Ouais, parce que d'un seul coup, de ce cadre qui est relativement... Enfin, qui est limitant, de toute façon. Qui était hyper sécurisant, par contre. Il était hyper sécurisant, ce qui fait que quand tu te retrouves du jour au lendemain, là encore, deuxième passage, en quelque sorte, du jour au lendemain, en fait, dans un autre monde, où tu ne connais pas les codes, c'est un peu compliqué. Et donc là, je me suis adaptée. Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, j'ai fait j'ai fait de très mauvaises études. J'étais vraiment pas du tout intéressée par l'école. Au niveau du programme scolaire, ça m'intéressait pas du tout. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'être dehors dans la nature, de créer, de rêver, etc. Et tout ce qui était proposé, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai pas du tout fait de bonnes études. Donc, moi, très rapidement, en fait, En tout cas, les études n'étaient pas adaptées pour toi. Et les études n'étaient pas adaptées pour moi. Je sortais dans un contexte qui était très créatif. Et le lycée, c'était pas du tout approprié. Et donc, j'ai échoué lamentablement. Puis après, on m'a dit, vous avez le choix entre soit vous faites un CAP, à l'époque c'était ça, soit vous faites un CAP de secrétaire, ou soit vous allez à la rue, un truc comme ça. Quoi. Wow. Et comme j'avais plus de parents... Voilà le choix, quoi. Ouais, voilà. Donc il a fallu que je me suis dit, je vais faire secrétaire et ça me servira toujours. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai appris ce métier-là et j'ai commencé ma carrière, en fait, comme secrétaire.
Et après, j'ai évolué parce que comme je suis boulimique et curieuse, etc., j'ai appris. Ouais, la vie, ça fait rebondir, quoi. Hein. En fait, je sais m'adapter très rapidement en fait, dans les environnements. Et donc très rapidement en fait, j'ai compris en fait, ce qu'on attendait de moi. Et donc automatiquement, je le faisais bien. Et donc c'est comme ça que j'ai évolué très vite et je suis passée après à des postes de direction plus importants dans des grands groupes, etc. Donc petit à petit, en fait, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mais toujours de manière assez nomade. C'est-à-dire que je faisais que de l'intérim. Ouais. 10 ans d'intérim pour... j'arrivais avec ma casquette. Bon, c'est quoi le job là? Je pigeais tout très rapidement en fait ce qu'il fallait faire. Je faisais mon taf et ciao, bye bye. C'est marrant parce que tu vois, quand tu dis j'ai fait de l'intérim, c'est que dans le processus de l'intérim, il y a toujours un début et une fin en fait. Et tu t'imposais finalement déjà un cadre de début et de fin pour pouvoir t'en libérer. En tout cas, ok, ça je sais que j'ai ça à faire pendant un laps de temps, après on verra, mais là j'ai déjà ça quoi. Ouais, exactement. C'était très très bien et je voulais surtout pas me faire d'amis. Donc j'étais très, comment dire, proche des patrons. Je m'ennuyais terriblement avec les je devrais pas dire ça, mais je m'ennuyais terriblement Tes collègues quoi. avec mes collègues. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'était ce que me racontaient les patrons, parce que finalement, j'allais avec eux, je déjeunais avec eux, Ouais. et je passais plus de temps avec eux. Parce que quelque part, dans le fond, j'étais déjà moi-même mon propre patron, quoi, en fait. C'est ça, moi j'allais te poser une question, parce que tu disais tout à l'heure, tu savais ce que les autres attendaient de toi. À quel moment tu as su ce que tu attendais de toi? À quel moment où tu t'es dit, ok, là j'ai le chemin, j'apprends des trucs, je fais secrétaire, je fais ceci, je fais cela, peu importe au final. Mais à quel moment tu t'es dit, ok, je sais ce que j'attends de moi et je décide de faire un espèce de grand choix. Ouais. Avant de répondre à cette question, il faut quand même que je dise que je suis assez... quand j'ai envie de quelque chose, je vais apprendre très très vite et Ok. très rapidement, en fait, je vais rentrer en immersion totale en fait, dans ce que je fais. Ok. Donc j'ai été aussi informaticienne, programmeuse. J'ai travaillé aussi dans les agences immobilières. En fait, j'ai travaillé dans plein de domaines différents. J'ai eu plusieurs métiers en fait. Et le dernier, c'était chargé des relations sociales dans une grosse entreprise pour l'armement naval, Ok. où j'étais chargée des conflits sociaux et donc j'étais entre un rôle un peu stratégique entre l'employeur et les syndicats. Donc c'était assez diplomate et en même temps, voilà. Mais c'est à ce moment-là, en fait, c'est surtout au moment où j'ai eu mon fils. Parce que Déclic de plus. je l'ai eu à 39 ans et au moment où j'ai eu mon fils, c'est là que j'ai réalisé que tout ce que je faisais, fallait que ça s'arrête en fait, fallait que je fasse autre chose. Mais je ne savais pas quoi. Dans ton parcours pro, est-ce que quand tu parles des différents métiers que tu as eus, est-ce que tu as l'impression que tu étais dans un mode conscient à faire tel ou tel job? Tu expliques des jobs assez différents, où j'ai cette sensation de morceaux de puzzle, tu sais, où tiens, j'apprends ça parce que ça peut peut-être me servir un jour, et ça, et ça, et ça. Est-ce qu'il y avait un peu de ça, ou il y avait un processus de curiosité par rapport au job qu'on pouvait te proposer en fait? Très simplement, en fait, je suis quelqu'un qui vit assez au présent et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je le fais. Et quand quelque chose ne m'intéresse plus, je l'arrête. Ok. Donc c'est assez... je fais des coupes franches. J'essaie de vivre le plus pleinement possible. Et c'est peut-être la force que j'ai, c'est que j'ai pas de peur. Ok. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, j'y vais et je cherche la petite porte d'entrée. Mmh. Par exemple, l'informatique. Avant d'être programmeuse, j'avais des amis artistes, parce que j'ai toujours été attirée par l'art en général. J'avais des amis artistes qui voulaient faire des sites internet. Ouais. Moi, je me suis dit, oh, mais ça ne doit pas être compliqué de faire des sites internet. Et donc, j'ai commencé à regarder où est-ce que je pouvais apprendre à faire de la programmation. Et j'ai trouvé le CNAM qui donnait des cours du soir en algorithme pour l'informatique. Et donc, je me suis retrouvée à un cours du soir où il y avait un monsieur, je me souviens, il avait la tronche d'Einstein.
Et donc dans une très grande salle, on n'était que des adultes de tous les âges. Et lui, il allait nous enseigner en fait la programmation et il nous explique que comme nous sommes là en conversion et que nous sommes des adultes et que certainement on était très mauvais en maths, ce qui était mon cas, moi les maths, j'étais nulle. Et il nous dit, avec moi, je vais vous faire des dessins et vous allez comprendre un programme de Matsup. Enfin, je ne sais plus comment il avait dit ça. Moi, j'ai adoré ce gars. Je le trouvais génial, je le trouvais créatif, je le trouvais complètement fou et tout. J'ai dit, génial, génial. Et avec lui, j'ai appris. Et donc, j'ai appris à faire de la programmation, à créer des codes objets à l'époque. Je me souviens même plus. Aujourd'hui, je serais incapable de le faire aujourd'hui. Hein. Mais j'ai appris à coder et donc du coup, j'ai fait les premiers sites internet à l'époque comme ça. Excellent. Et après, du coup, j'ai fait la formation à temps plein pour être chef de projet. Mais bon, j'ai juste travaillé 1 an chez France Télécom comme chef de projet. Puis voilà. Mais après, très rapidement, je me suis rendu compte que finalement, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Tu as cette curiosité des gens qui aiment bien expérimenter, hein, ce côté un peu autodidacte. Ouais. Tout ce que j'expérimente, c'est fondamental. Il faut que ça passe par mon corps. Il faut que je l'expérimente, plus par mon corps que par mon esprit d'ailleurs. Parce que bon, le côté mental, intellectuel, un petit peu certes, mais c'est pas le fondement. Il faut que je l'expérimente vraiment. Ce que je transmets, c'est ce que j'expérimente. Je ne pourrais pas transmettre quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Donc des fois, je vais loin dans mes expérimentations. Ouais. Jusqu'au boutisme. Ouais. Donc ton fiston arrive. Donc mon fiston à 39 balais, comme tu dis. C'est ça. Et là, je fais une espèce de burn-out. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'ai fait une dépression postpartum. C'est balèze. Hein. Les dépressions postpartum, c'est inouï. Hein. Et c'est à cette occasion-là que j'ai fait une descente. Je ne sais pas où, comment, pourquoi, mais j'ai dû demander de me faire enfermer quand même. Ok. Parce que c'était violent. Et du coup, c'est dans ce lieu pour femmes médicalisé que j'ai pris soin de moi, heureusement, parce que il avait juste 1 an. Donc, c'était pas le moment de faire des conneries. Hein. Ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai réalisé que... Alors, moi, je suis très rituelle. Hein. Donc, il y avait un grand parc, il y avait des arbres. Et moi, tous les jours, j'allais faire des rituels autour des arbres. Bon, c'est comme ça. J'ai un contact avec les arbres. Je ne sais pas d'où ça vient. Je me sens très attirée par ce contact-là. Et donc, je faisais des rituels. Et franchement, un jour... j'ai clairement entendu, bon, hein, on en fait ce qu'on en veut, hein. C'est ça. Qui veut entendre, entend, ou peu importe. Ouais. Mais moi, j'ai clairement entendu, bon, maintenant tout va bien, tu vas aller t'installer potière. Ok. Alors qu'en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Mais n'empêche que ça a été comme une détonation. Ouais. Et en fait, c'est remonté. Pouf, comme la sève de l'arbre. C'est ça. L'énergie est remontée, et là, j'ai dit, mais bien sûr. Voilà. Ouais, c'était évident, quoi. Et donc j'ai quitté le pot de fer, parce que là où je travaillais, c'était quand même le nucléaire. C'était quand même l'armement naval, les sous-marins nucléaires et tout. Pour aller vers le pot de terre, tu vois. C'est vraiment passer de... Parce que j'avais un excellent poste, je gagnais très très bien ma vie. Je pouvais même travailler jusqu'à ma retraite. On m'a pris pour une folle sur le moment, on m'a dit... mais oui, c'est sécurité. Hein. Ben oui, sécurité. Hein. Bah oui, sécurité nationale. Eh oui. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'ai dit, bah non, moi, c'est autre chose. Ouais. Donc là, comment ça se passe ? Tu suis ton intuition ? C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus loin, finalement. Combien ça prend de temps entre la prise de conscience de tu vas être potière, hein, et c'est parti, quoi. Est-ce qu'il y a un temps ? Est-ce que tu t'accordes un temps ou est-ce que c'est très rapidement en fait, que les choses se passent ? C'est ça qui est délirant en fait. C'est que juste avant, j'étais paumée, comme si je revivais quelque chose d'ailleurs, de ma propre histoire. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive et qui est clair, mais qui me donne une espèce un élan qui ne s'explique pas et une confiance absolue. C'est-à-dire que
je bascule direct de la peur à la confiance, Ok. d'un coup, et tout est possible, et franchement sans aucun problème. À tel point que je me fais en plus aider par mon DRH, qui m'aimait bien, et qui m'a aidé à partir, très bien d'ailleurs, et avec une belle enveloppe financière en plus. Donc une chance incroyable. Ouais, donc tout était réuni, quoi. Tout était réuni, et puis ensuite, tout simplement, j'avais repéré une potière en Dordogne qui pratique la terre, l'art de la terre, mais avec le minimum. J'adore cette idée de me dire, je vais à la carrière, chercher de l'argile, comment je la prépare. Je façonne à la main, et ensuite je fais des fours éphémères, etc., où tu n'as besoin de rien. Tu peux passer vraiment à une espèce d'art de la terre primitive, quoi. Minimaliste, quoi. Voilà, et donc là je suis partie en Dordogne, j'ai emmené le papa de mon fils et mon fiston à l'époque. On est parti comme ça, on a mis tous nos meubles dans un garde-meubles, et c'est parti, quoi. Ouais. Et ça démarre comme ça. Tout s'est positionné très très facilement, en fait. Après, tout s'est positionné. J'ai fait une formation donc en Dordogne, après j'ai fait une formation à Séné, à l'inverse, avec une formation plutôt basée sur, là cette fois-ci, le tournage, comment fabriquer toute une série de pièces, donc un peu plus complexes, avec peut-être plus de matériel, mais aussi comment faire du grès, la haute température, donc pour avoir une palette de techniques. Voilà, entre pour te rassurer quelque part? Non, c'était pas pour me rassurer, parce que en fait, je me suis rappelé de toutes les expériences que j'avais quand j'étais enfant, en fait. Okay. De 9 ans à 16 ans, comme je le pratiquais tous les mercredis, j'avais déjà des expériences, en fait. Donc valider ce que tu savais déjà, presque. Ouais, en fait, valider ce que je savais déjà, mais prendre des éléments, en fait, que j'avais pas accès quand j'étais jeune. Ok. Donc ça a complété, et c'est vrai que donc en 2010, c'est en 2010 où en fait je fais cette rupture, ce passage, ce changement, changement de vie, changement de tout. Et 2011, formation Dordogne, 2012, formation à Séné, et 2013, je m'installe. Ok, donc ça fait 8 ans. 2013, je m'installe. Ok. Je choisis le 1er mai pour m'installer, fête du travail. Pas mal. Clin d'œil, non? Petit clin d'œil, ouais. Oui. Tu deviens ton propre patron. Et à l'époque, je ne prends pas conscience que je deviens mon propre patron. Je prends surtout conscience que j'ai enfin retrouvé le lien avec l'art. Chose qui m'avait manqué en fait sur tout mon parcours, bien que je me suis éclatée au niveau professionnel. J'ai toujours fait ce que je voulais, mais la dimension artistique et créative, elle ne m'était pas demandée. Ok. Et donc, comme elle ne m'était pas demandée, moi je la proposais tout le temps, mais ça faisait des classements verticales. Ouais, puis bon petit soldat, quoi, quelque part. Et voilà, donc du coup, c'était un peu ennuyeux, quoi. Ouais. Donc là, je retrouvais en fait ma sève, quoi, mon essence, mon essentiel. Donc du coup, voilà, donc 1er mai, tu démarres là-dessus. Ouais. Tu savais quel sens tu voulais donner à ça, où tu te disais, voilà, je suis potière, je vais faire mes poteries, je vais expérimenter, etc. etc. Ou alors, ce que tu disais, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de... Comment c'est venu un petit peu tout ça? Comment tu l'as, toi, décidé, choisi? Déjà, la première chose, c'est que j'ai cherché déjà le nom de ma boîte. Et c'était important de trouver quelque chose qui puisse honorer les maîtres que j'ai eus donc à l'internat. Et petite anecdote, justement, je glisse une petite anecdote. Exactement. Voilà. Donc à l'internat où j'ai grandi, donc qui était donc à l'origine un internat pour sauver les enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui dit juif dit aussi il fallait cacher l'identité. Ouais. Et donc les enseignants portaient un nom totémique. Donc il y avait du jaguar, drakkar, camélia. Chacun avait un totem qui permettait de ne pas identifier en fait leur prénom ou leur nom de famille en tout cas. Parce qu'il y avait des... Voilà. Et quand j'ai créé mon entreprise, ça a été la première chose que j'ai voulu honorer, c'est-à-dire leur mémoire. Et donc j'ai cherché moi aussi un totem.
Intéressant. Et oui, il fallait que je trouve un totem moi aussi. Et je savais que c'était en lien avec un oiseau, mais je ne savais pas comment, quoi. Et ce qui est arrivé, c'est que plusieurs fois, je voyais le héron dans le secteur ici, dans le Morbihan. Je trouvais intéressant comme oiseau. Et puis en cherchant encore, j'ai ce qu'on appelle les cartes médecine Ouais, pour découvrir son animal totem. ok, Petite promotion en passant. Et, exactement. et donc Ça là, mange je pas de pain. pose la question, quel serait l'animal en fait qui correspondrait à mon totem Ouais, de mon entreprise? Et c'est le héron bleu qui apparaît. Alors là, c'était immédiat, c'était clair et net. Et surtout à la lecture en fait de la symbolique du héron bleu amérindien, ça parlait en fait d'aller dans une connaissance profonde en fait à l'intérieur de soi le plus profondément possible pour pouvoir après revenir et pouvoir enseigner et transmettre. hmm, Donc ça m'a parlé immédiatement. Et donc je me suis fait appeler Héron Céramique pour démarrer cette entreprise-là, quoi. ok. Et donc j'étais heureuse parce que j'ai pu et je me faisais appeler Héron auprès des enfants Pas mal. pour poursuivre un petit peu en fait cette histoire-là. Et C'était donc pas Sandrine, c'était Héron. c'était pas Sandrine, c'était Héron, c'était important. Et ce qui fait que dès le début, j'ai créé aussi des programmes pour les enfants. Pour moi, c'était indispensable de créer des programmes en art de la terre spécifiques pour les enfants et dès la crèche. Hmm, Moi, je voulais dès la rentrer. crèche, Ah ok. ouais. Moi, je voulais rentrer dans les crèches pour emmener l'argile, pour que les enfants touchent la matière, expérimentent, explorent ça, laisser libre cours au sensoriel. Donc j'avais déjà, je savais exactement ce que je voulais. C'était fou. C'est ça qui t'a sauvé dans la vie, toi? De quoi? L'argile, travailler, faire tes pots, etc. Enfin, est-ce que c'est l'art qui t'a sauvé? Euh, Ou qui t'a redonné une deuxième chance? je ne saurais pas te dire si c'est l'art qui m'a sauvée ou, euh, ou si c'était déjà sur mon chemin, Ouais. ou si tout ça, ça faisait partie du programme, en fait, Hmm, de mon cheminement. ouais, Peut-être qu'à l'époque, il y a quelques années, j'aurais peut-être pu répondre à cette question, mais aujourd'hui, en fait, je ne saurais pas répondre à cette question-là. ouais. Ce que je constate, juste, c'est que l'argile, c'est ma partenaire. C'est Ok. ma partenaire de vie et de travail. Alors de vie, parce qu'effectivement, je me soigne avec l'argile, je la bois, je me fais des cataplasmes avec, je suis quelqu'un qui est en excellente santé. Voilà, je prends soin de moi avec l'argile pour mon corps et je prends soin des autres également avec l'argile dans la création. Dans la création. Ok. Pour moi, l'argile, c'est au centre et ça permet de créer, ça permet de se soigner, mais ça permet de croître, hein, de se trouver en fait. Et j'ai pas encore trouvé, et j'ai pas encore fait le tour. Donc je suis qu'au début, humblement, vraiment qu'au début. Alors quand tu dis, parce que là on continue d'aller dans le passionnant quand même, quand tu dis tu Ouais. bois l'argile, Oui, euh, je me fais des cures. tu fais des cures à l'argile. Mm. Ok. Presque comme des tisanes un peu? Non, je me fais des cures, c'est dans un verre d'eau, je mets une cuillère à café d'argile Ok. en poudre, c'est de l'argile verte que je prends. en général. D'accord. Ok. Je le mets dans l'eau le soir et je le laisse décanter en fait toute la nuit. Et le lendemain, alors au début je prenais que de l'eau et en fait maintenant je mélange tout le lendemain et je bois D'accord. tout. Ce qui fait que ça vient nettoyer en fait tout mon système digestif. Ok. Ça me permet en fait vraiment d'éviter d'avoir des bactéries, d'avoir des maladies en fait au niveau digestif. C'est très efficace, très Ok. très efficace. Je ne sais plus comment s'appelle cette femme qui a fait qui a fait beaucoup de recherches par rapport à ça, qui est très connue. Et elle, quand elle voyage, elle prenait pas de médicaments ou quoi que ce soit. Elle buvait tous les jours en fait de l'argile et elle n'a jamais été malade. Bon, faut que j'essaie l'argile bientôt Voilà. alors. Donc tu vas au Maroc, tu n'auras pas la tourista hein, si Ok. si tu bois de l'argile. Hein. D'accord. C'est très efficace, mais on connaît peu, on connaît peu l'argile quoi. On connaît peu ça. Alors aujourd'hui tu continues en tout cas à faire des ateliers avec l'argile.
Oui, donc évidemment. comme je disais, c'est ça, je fais une petite parenthèse, mais dès le début, quand j'ai créé mon entreprise, comme je disais, j'ai voulu rendre hommage à ceux qui m'ont transmis. Ouais, Ça c'est fondamental. ouais, C'est la gratitude. ouais, la transmission. C'est la transmission, mais je reçois, je remercie. J'accueille, j'expérimente, et après, je donne ce que j'ai reçu, enfin voilà, je donne ce qui est à donner, hein, voilà. Mais c'était très important pour moi dès le début, en fait, que comme moi j'ai reçu enfant ça, que les enfants aussi reçoivent ça. Ouais. Et ça, c'était impossible, c'était pas possible de faire autrement. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, c'est fait, et je l'ai fait beaucoup. Hein, dans les crèches, les centres de loisirs, les écoles, et puis aussi à l'atelier où j'accueille les enfants. Il y a d'autres publics que tu affectionnes particulièrement? Et à la fois, deuxième question dans la question, est-ce que tu cherches euh, cette espèce d'enfant intérieur dans chacune des personnes Oui. que tu accompagnes? C'est un peu ça? Bah, je me connecte direct. Hein. Ouais, 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 bah oui. Ouais, il y a besoin. Hein. ouais, L'enfant intérieur, c'est la joie. Hein, donc, ouais, c'est la joie, c'est la liberté, c'est l'ouverture, c'est la simplicité, c'est la créativité, c'est l'élan vital. Donc, pour répondre à la question, les autres personnes que j'affectionne maintenant, c'est les adultes. Au début, je n'arrivais pas à les adultes. Hein. Au début, c'était les enfants. Et puis, les adultes, ça ne m'intéressait pas. Je les trouvais... chiant. Non, c'est pas ça. Mais je les ai je trouvais qu'ils posaient trop de questions. Ils n'étaient pas Ok, assez dans l'instant et d'accord. dans je prends, je fais, Ouais, j'expérimente. Voilà. ok. Il fallait tout détailler, répondre Ouais. à des tas de questions. Et moi, ça me fatiguait, en fait. Hmm. Et en fait, je comprenais pourquoi ils avaient besoin d'être rassurés, quoi. Moi, c'est naturel chez moi, c'est spontané, donc je ne me rends pas compte. C'est tellement fluide Hmm. que les questions qu'on me posait, ça m'agressait, parce que je disais, mais c'est tellement logique. Mais en fait, non, c'est logique pour moi, parce que je connais ça depuis longtemps. Mais pour des gens qui démarrent dans le secteur des arts de la terre, il y a des tas de questions qui sont vraiment importantes. Et moi, ça m'agaçait au début. Je me disais, oh, bien sûr qu'il faut cuire. Enfin, je m'agaçais, quoi. C'était complètement dingue. Et donc, je repoussais les adultes, en fait. Hein. Je me préservais des adultes parce qu'ils posaient trop de questions, quoi. Après, s'il y a un truc, tu vas me dire si je me trompe, mais euh, alors l'argile, tu kiffes évidemment. Et est-ce que c'est pas une espèce d'excuse à allez, mais redevenez des enfants, quoi. Redevenez des enfants, quoi. Essayez d'écouter votre cœur, quoi. C'est un peu ce que je propose dans les ateliers, justement, pour les adultes. Et je les invite à faire des jeux. Ouais. Toutes les approches que j'amène, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, c'est à partir du jeu. Comme dit Winnicott, on apprend en jouant. Hmm. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai appris moi aussi. Donc, en passant le jeu, d'ailleurs, le jeu, c'est aussi J-E. Hein. J-E. Ouais. Et je leur propose vraiment, hein, je leur dis carrément, voilà, tu as 5-6 ans et tu laisses faire tes mains et tu laisses faire ce qui vient et cherche pas à vouloir. Cherche pas à contrôler, en Cherche fait. pas à contrôler. Ouais. Et c'est ça en fait que je propose comme cadre. La plupart du temps, c'est des cadres comme ça. Il y a toujours un cadre, c'est important le cadre. C'est sécurisant le cadre. Ouais. Je donne la permission. Il y a des adultes qui n'ont pas reçu la permission de jouer, qui n'ont pas reçu la permission en fait de pouvoir créer librement. Et donc moi en fait c'est un peu comme une bonne maman en fait. Ouais. Je pose le cadre, ou un bon papa aussi, hein, Ouais. je fais les deux. Où je pose un cadre justement hein, pour permettre aux personnes de pouvoir explorer quelque chose qu'elles n'ont pas eu l'occasion de faire. Et c'est pour ça que les gens viennent voir en fait. Ok. Et donc, c'est cet aspect-là de quand tu te positionnes, en tout cas en tant que thérapeute, c'est cet aspect-là que tu transmets toi, Alors, ou en partie? Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'argile, je ne savais pas en fait cette dimension de thérapeute chez moi. Ok. C'est juste que les personnes qui arrivaient dans mon atelier, j'étais dans la rue du Château, les gens rentraient, me posaient des questions, mais moi ce que je voyais et ce que j'entendais, c'était que ce qui les intéressait, c'était pas vraiment les objets qui étaient là.
c'était moi. Ok. Mais pourquoi je faisais ça, comment j'avais fait ça, comme moi, extraterrestre, je me permets d'être créateur. Ouais. Et du coup, les personnes qui étaient elles-mêmes attirées par quelque chose venaient m'interroger en fait. Mais comment tu fais quoi? Comment tu fais pour faire ça? Ouais. Donc du coup, je sentais bien qu'elles venaient m'interroger moi sur ce chemin-là en fait. Et donc pendant que moi je faisais des pots devant ces personnes-là, en fait, elles commençaient à me parler d'elles. Ok. Donc moi je façonnais des pots. Donc j'avais ce pot entre la personne et moi. Et des fois j'avais vraiment des personnes qui me racontaient des choses. Ouais. Des fois c'était quand même très personnel. Et... Ouais. Donc je commençais déjà. Donc ça a démarré comme ça en voilà. fait, les accompagnements. Et pour ne pas que ça rentre en moi, ces histoires-là, je le faisais rentrer dans le pot. Ok. C'est-à-dire que en conscience, je proposais aux personnes, sans leur dire que tout ce qu'elles disent, ça rentrait à l'intérieur du pot. Et comme ça, moi, je ne devenais pas le contenant, en fait, de ce que la personne avait à déposer. D'accord. Waouh. C'est extrêmement vibrant. Ouais. Ça a commencé comme ça, en fait. Et du coup, ça a commencé, comment ça a continué? Parce que c'est intéressant de voir aussi l'évolution. Oui. Comment ça a évolué, en fait? Alors, ça a évolué... donc, les 3 premières années, j'allais à l'atelier, mais comme au travail. Mais déjà, j'avais faim de créer. J'avais vraiment faim. Donc, j'arrivais le matin, je déposais mon fils à l'école et j'arrivais le matin à 8h30, 9h. La journée commençait. Et toute la journée, je façonnais des pots. Des bols, des pots, des objets, etc. Jusqu'à 4h30 pour aller chercher mon fils à l'école. Et puis ensuite, je revenais travailler jusqu'à 19h. Presque en mode ouvrier, quoi. J'étais vraiment en mode travail intense. Ouais. C'était très, très important de travailler chaque jour parce que je sentais que c'était une nécessité. Il y avait un besoin, c'était une nécessité de faire pour nourrir aussi mon corps. Mais ça, je le dis aujourd'hui. À l'époque, je ne savais pas. Ouais. Donc, il y avait une nécessité, c'était important. Donc, j'ai travaillé tous les jours. Les gens rentraient dans l'atelier, certes, mais ils pouvaient me voir travailler, mais moi, je continuais. C'est-à-dire que presque tu t'arrêtais pas, en fait. Ouais. Il fallait que je me nourrisse. J'avais besoin de nourrir quelque chose en moi, je ne savais pas quoi, mais il fallait que je me nourrisse. Et donc, j'ai créé, faire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à trouver assez rapidement, en fait, ma signature. C'est aussi là où j'ai fait des expériences assez intéressantes, comme par exemple ma fameuse période Gavrenis, en lien avec le cairn de Gavrenis qui est à l'Armor-Baden, où une fois j'avais touché les pierres avec mes mains, j'avais touché toutes les pierres et je ressentais quelque chose dans mes mains, mais je ne savais pas quoi, mais je sentais la trace de cette gravure que je ne voyais pas bien et elle s'était imprégnée dans ma main. Et c'était 2 ans après, donc en 2015. Waouh. En 2015, à un moment donné, il y a des clients qui rentraient, etc. J'étais en train de façonner un pot. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à façonner et à graver en fait ces motifs-là. Waouh. Et ces motifs-là, en fait, c'est des motifs inspirés en fait des gravures du cairn de Gavrenis, quoi. Waouh. Et donc, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce moment-là, mais au moment où j'ai fait cette pièce-là, par exemple, il y a une personne qui est rentrée et qui m'a dit « Oh, c'est dingue, on dirait du Gavrenis !» Puis moi, à ce moment-là, j'ai dit « Mais oui, voilà, c'est ça. Ouais. » Parce que là, j'étais happée. Et j'étais happée, mais ça a duré longtemps. C'est-à-dire que j'ai fait toute une série comme ça, de pièces, où au départ, je faisais exactement les gravures des pierres. J'en ai d'autres là-haut, j'en ai une autre, là, la noire par exemple. On mettra des photos. Voilà, j'en ai plus trop. Et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc par exemple, cette pièce-là, c'est à la fois inspiré de Gavrenis, mais c'est aussi une urne, et je ne savais pas. Donc j'étais déjà en train de me connecter à quelque chose que j'ignorais, parce que moi je suis comme ça, je ne cherche pas à savoir. Je veux pas chercher à savoir en fait. Je fais. J'expérimente, je fais. Et tu as l'information après. Et après, ce sont les autres qui me donnent l'information. Donc comme ça, moi, je ne m'enquiquine pas à faire des recherches. Je fais, je me laisse inspirer, je crée. Et ensuite,
les personnes me disent quelque chose et ensuite je cherche. Hmm. Et là, effectivement, je vais étoffer cette expérience-là. Donc c'était très important de travailler comme ça parce que je me laissais, alors là franchement pour le coup, je me laissais traverser. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'était pas de chercher à faire quelque chose ou à vouloir faire quelque chose. Ce qui m'intéressait, c'était déjà la question en fait de l'être. Mais je savais pas encore. Et comme, parce que j'avais mis pas mal d'argent de côté quand je travaillais donc dans les ressources humaines, et ben j'avais un bon petit tapis d'argent, donc j'étais tranquille. Ouais, c'est ça. Je me posais pas la question de savoir comment il fallait faire. Tu avais pour déjà prendre. bossé la sécurité, donc... Voilà, je me disais, ok, j'ai mon tapis d'argent, j'ai le temps, je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Mais Pas de pression. C'est ça qui est génial en fait. Parce que si tu démarres ton activité avec cette préoccupation financière, Ouais, tu crées plus pareil. t'es pas libre. Ouais. La création, il faut être vraiment libre. Ouais. Et j'étais vraiment Libre. super libre, quoi. Et vraiment bien, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé chaque jour pour trouver cette signature. Et c'est ça, en fait, ma signature. C'est ce qui est derrière. C'est ce style gallo-romain, sigillé, D'accord. enfumé, en terre, voilà, gravé, et puis des formes toutes façonnées à la main, au colombin. Alors qu'au début, j'ai commencé par la vaisselle, le tournage, émaillage, mais j'aimais pas. Qu'est-ce que... J'aimais pas. C'est quoi dans le corps et où dans le corps ce que tu ressens quand tu crées? C'est où dans le corps? Ouais, à part dans les mains, forcément, mais... Bah, comme je disais tout à l'heure, ça me traverse en fait. Ouais. C'est quelque chose qui me traverse en fait. Donc ça passe par le cœur. Ça passe par tout le corps en fait. Il y a quelque chose de frénétique à l'intérieur de mon corps qui rentre en vibration. Je ne pourrais pas décrire précisément, mais quand je suis connectée, je le sais, parce que mes mains font, et moi je suis presque plus là. Très bizarre en fait. Donc, c'est un peu comme parfois quand on conduit et que on écoute de la musique dans la voiture, etc. et qu'on est arrivé d'un point A à un point B sans s'en rendre compte presque. On ne regarde pas les panneaux, etc. Parce quelque chose de très, très, très intuitif, tu vois. Mais en même temps, la technique, elle était importante. Parce que moi, il a fallu que je travaille tous les jours pour la gestuelle. Parce que chaque geste est important. Et que chaque geste, à force d'être répété, quasi comme un sportif, il s'épure. Ouais. Donc au début, il y a beaucoup de gestes. Et petit à petit, en fait, il y a de moins en moins de gestes. Et les gestes deviennent précis. Ouais. Donc il y a quelque chose, en fait, qui est intégré. Et à partir du moment où c'est intégré, je peux me laisser traverser. Okay. Donc au début, je n'étais pas traversée par exemple par rapport à Gavrinis, sauf pour Gavrinis, c'était vraiment spécial, je ne sais pas pourquoi. Mais dans la répétition du geste, il fallait trouver en fait une manière en fait, de me libérer la tête de la technique. Ouais. La technique, finalement, c'est une boîte à outils. Hein. Tu as le marteau, tu as le tournevis. C'est pas très intéressant. Enfin, moi, ça m'a... Voilà, oui, et à la fois, c'est aussi indispensable pour créer. Comme un acteur de théâtre qui, s'il ne connaît pas son texte, il peut le vivre, il peut le transmettre avec ses émotions, avec tout ça, mais s'il ne connaît pas le texte, c'est un peu gênant, quoi. Donc ça, toi, tu as appris le texte, et derrière, bah, tout est possible, parce que du coup, étant rassuré de la technique, entre guillemets, eh bien, tu t'amuses, quoi. Je te laisse... Est-ce que c'est un peu juste, ce que je dis là, ou est-ce que ça te parle? Ouais, mais... Oui, complètement. Mais c'est parce que j'ai fait ce cheminement que je me rends compte que la technique, c'est pas si important que ça. C'est ce que j'essaye d'enseigner également en fait, aux adultes que j'accueille. C'est que ça rassure la technique, c'est tout. Hein. Mais en fait, on peut... Enfin, il y en a plein qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais moi je m'en fiche. Je dis par rapport à ce que j'expérimente. Par exemple, quand je transmets la technique du colombin à des enfants, je leur montre tout simplement comment on fait un pot au colombin. Mais ça prend pas grand chose en fait en temps. Ouais. Mais c'est comment en fait avec les mains et avec le corps et avec l'être,
c'est comment en fait la personne va approcher la matière, Ok. comment elle va la toucher, comment elle va la sentir, comment elle va la ressentir. Un outil sans l'être humain, sans l'être qui est dans le ressenti, dans l'approche, dans la présence, Ça sert pas à grand-chose. ça sert à rien. Ouais, C'est c'est pour ça clair. que je dis que Bah oui. l'outil, il est juste là pour rassurer, hein, tu as quelque chose dans la main, mais le plus important, c'est comment toi, en fait, tu vas faire l'expérience de la matière. Puisque, en fait, cette matière, elle va te toucher ou pas. Ouais. Ça me fait penser à encore une anecdote. Il y a souvent des personnes qui m'appellent parce qu'elles veulent se mettre en conversion pour devenir potier. Ok. Et un jour, il y a eu un jeune homme qui m'a téléphoné et qui me dit j'aimerais vous rencontrer, j'aime votre travail, patati patata. J'ai des questions à vous poser sur ce métier-là. Je dis ok, pas de problème. Donc je l'avais au téléphone, on était en pleine période De trucs, hein. De voilà. trucs, on reste chez soi. Ouais, Hein, c'est ça le truc. celui-là. T'es enfermé là. Ok. Et donc je lui laisse me poser des questions. Et il me pose plein de questions. Et il me pose des questions sur le métier, il me pose des questions sur mon travail, les études, les finances, les machins. Enfin, il me pose toutes les questions comme ça. Et à la fin, il me dit voilà, j'ai fini, merci beaucoup et tout. Puis là, je lui dis mais il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Il était là, bon, je lui dis bah oui, mais cette matière, est-ce que vous l'avez rencontrée? Et il me dit non. Ah ouais. Il me dit bah non. Je lui dis mais l'argile, vous l'avez touchée? Est-ce que vous l'avez rencontrée? Il me dit bah non. Il me dit bah non, non. Ok. Bah non, c'est vrai. Mais oui, vous avez raison, mais non, je la connais pas. Et du coup, il est venu du coup à l'atelier pour la rencontrer. Et il s'est rendu compte que finalement, ça l'intéressait. D'accord. C'était le bois. Ok. Donc moi, en quelque sorte, moi, la matière argile, c'est vraiment ma matière. C'est ma matière c'est la matière avec laquelle j'œuvre. Tu disais, c'est ta collègue, quoi. Hein. Aujourd'hui. Ouais. Mais bientôt, peut-être que je passerai à autre chose, hein, peu importe. Mais aujourd'hui, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est la matière avec laquelle j'œuvre. Et c'est la matière qui me permet aussi d'accompagner les êtres qui cherchent aussi quelque chose. Et je mets la matière au cœur de tout. Ouais. Parce que c'est elle, en fait, qui nous permet de faire les expériences. Sinon, c'est du blabla mental. Un peu, tu sais, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'interviewer un monsieur qui travaillait avec le cheval, l'équithérapie. Oui. Et qui m'expliquait que bah, finalement, c'est le cheval, en fait, qui fait le job. C'est ça. C'est pas lui, en fait. Et là, presque, c'est l'argile qui fait le job, quoi. Exactement. C'est la matière qui nous sert de révélateur. En fait, il suffit juste d'observer, comme en équithérapie, on observe, si on observe bien le cheval nous parle de nous. C'est ça. Si on observe bien l'argile va nous parler aussi de nous. Est-ce que tu as l'impression, alors, en tout cas dans cette histoire-là, parce que on est à l'instant T aujourd'hui, et on ne sait pas ce que tu feras demain, en tout cas je te souhaite, on verra après, mais en tout cas de cette histoire avec ton enfance, avec tes expériences, d'avoir d'une certaine manière bouclé une boucle. J'ai bouclé une boucle le jour où j'ai arrêté l'entreprise Héron Céramique. 8 ans d'internat, 8 ans d'Héron Céramique, qui m'a permis en fait de clôturer la dette que j'avais. Wow. Moi je parle de dette, hein. C'est-à-dire que c'est... C'est fort quand même, hein? Bah oui, mais c'est la réalité en quelque sorte. C'est pas mes parents qui m'ont élevé, hein. C'est cette structure en fait. Ouais. Et c'est eux qui m'ont transmis en fait tout ce que je suis devenue aujourd'hui. Et j'avais comme une dette. Et donc je l'ai honorée cette dette. Et le jour où j'ai quitté Héron Céramique pour Sandrine Lurel, ben c'est clair que là en fait je me mets au monde et ouais, c'est devenu toi quoi. Je me suis mis au monde en fait. Voilà, je me suis mis au monde à ce moment-là et je peux être clairement aujourd'hui en fait qui je suis. Ouais. C'est plus c'est une page qui a été tournée. Ouais. Et du coup c'est ton nom à toi quoi. Et c'est mon nom à moi, c'est mon nom de femme. Ouais. C'est mon nom d'artiste, c'est mon nom de thérapeute, c'est l'identité entre guillemets, hein, parce que bon, j'ai aussi une voie spirituelle
où je veille aussi à Oui. ne pas m'identifier Ouais. au personnage que je joue, mais effectivement, je joue un personnage voilà, qui s'appelle Sandrine Hurel, Ouais. qui propose l'art de la terre et la thérapie initiatique. Ouais. Voilà, en quelque sorte. Bien évidemment, la gratitude, et tu l'as utilisé plusieurs fois, ce mot-là de la gratitude, c'est quelque chose qui te parle. Gratitude à qui tu es, à ton parcours, à ce que tu as expérimenté, de cool, de pas cool, aujourd'hui quand tu regardes tout ça. Ouais, moi je dirais c'est gratitude à tous les êtres qui ont été sur mon chemin, sans qui j'aurais pas pu faire toutes ces expériences en fait. J'estime avoir beaucoup de chance. Vu avec quoi je suis partie, je suis très surprise en fait d'être aujourd'hui si sereine, si libre, si créative, enfin, je sais pas, tous les mots qui me viendraient, mais d'être vraiment à l'aise dans mes baskets et dans mon corps et être authentique, simple. J'ai l'impression que tous ces gens qui étaient sur mon chemin, en fait, ils m'ont donné ces pépites-là. Leurs petites pépites qu'ils m'ont données, moi, ça m'a nourri. Ça m'a permis de me trouver. Et qu'aujourd'hui, bah, c'est moi qui transmets les pépites aux personnes qui viennent me voir. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que contrairement à une période où j'étais en dérive, où je me disais, on est en enfer ici, aujourd'hui, je dis qu'on est vraiment au paradis. Ah, t'es au capitaine du bateau, quoi. Ah là là, mais aujourd'hui, moi, je me sens au paradis. Et je suis tellement étonnée, en fait, de vivre cette vie de manière si... pleine. Ouais, franchement. Le kiff, pleine, riche. Je suis surprise, en fait, en permanence. En fait, la gratitude, pour moi, c'est d'être surprise de ce qui m'arrive à chaque fois et d'être émerveillée. Et c'est ce que j'enseigne aussi, c'est émerveillez-vous. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'émerveillement. Ça rejoint ce que tu disais par rapport à l'enfant intérieur, mais moi, je me sens en perpétuel émerveillement. Et même si des fois, de temps en temps, j'ai des petites chutes, parce qu'on n'est pas parfait, et on est des humains. Et que bah, c'est pas parce que je fais de la thérapie depuis 20 ans, pour moi-même, etc., c'est pas parce que je fais du développement personnel et spirituel depuis 20 ans, que ça y est, c'est clair. Voilà. Pas du tout. En fait, on peut avoir de nouveau des chutes. Ouais, c'est du bienveillant aussi avec ça, quoi. Ouais. Des moments de chute, des moments de waouh, des moments de chute, voilà. Mais c'est beaucoup plus court. Et en fait, tu peux beaucoup plus facilement, en fait, être bienveillant avec toi-même. Et je dirais que la gratitude et la bienveillance, c'est vraiment... ils vont bien ensemble parce que quand tu as traversé des tas de difficultés, ou de traumatismes, etc., nanana, et que tu en sors et que petit à petit, en fait, tu t'émerveilles et puis tu es dans une espèce d'amour, quoi. Ouais, c'est ça. D'amour pour toi-même et d'abord pour toi-même avant l'autre. J'y crois pas, l'inverse. Ben ouais, parce que si on n'a pas de jus pour nous, on peut pas... Ah ouais, il faut d'abord vraiment avoir de l'amour pour soi-même, être bienveillant pour soi-même, et tu découvres en fait que la vie t'aime, quoi. Ouais. Que tout est là en fait pour toi. Et ça, des fois, les gens ils se disent, mais non, si. En fait, plus tu es en amour pour toi-même, plus tu peux... Putain, mais plus il y a des trucs qui viennent à toi, en fait, qui sont mais juste... T'attires, quoi, forcément. Ouais, mais juste grave, génialissime, quoi. Juste génial, quoi. Et même si des fois il y a des petites chutes, c'est pas grave, il faut attendre, ça va passer. Ouais. Voilà. J'ai envie de dire ça aux gens, attendez, ça passe. Mais il ne faut pas s'identifier à ce moment-là, en fait, au bobo, etc. Ouais, et puis il y a l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que le truc, on croit que c'est un espèce de truc qui est difficile, alors que finalement, on voit pas tout de suite le cadeau derrière, quoi. C'est ça. Je la repose parce qu'elle est lourde. Tu la reposes, elle est lourde et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça, c'est mon urne. Alors, montre-moi ton urne. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi depuis quelques temps, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je faisais des urnes inconsciemment, donc en 2013. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce sont des pièces que je n'ai jamais réussi à vendre, parce que je pense que peut-être que les gens devaient le sentir. On va savoir. Peut-être. Et en tout cas, celle-ci, c'est la mienne. Alors attends, j'essaie de me rapprocher en fait pour qu'on puisse voir parce que c'est. D'accord, ok. Et vraiment, c'était important que ce soit en lien avec Gavrilis, parce que Quand tu dis c'est la tienne, oui, c'est mon urne. c'est la tienne à toi? Quand je serai morte, D'accord, hein, c'était bien ça, j'avais bien compris. ouais, Ok. quand je serai morte, je demande à... Moi, je suis athée. Hein. J'ai foi en la vie, la source, on peut l'appeler de différentes manières et tout. Mais j'ai choisi en fait la crémation. Parce Ok. qu'en fait, en France, on a seulement deux possibilités, c'est Mhm. l'inhumation ou la crémation. Et donc, moi, j'ai choisi la crémation et je souhaite que ma famille puisse garder une œuvre de moi. Donc ça, c'est moi qui l'ai créée. Ok. Donc c'est l'œuvre qu'ils pourront garder, les cendres seront dedans et je demande à ce qu'elles soient dispersées en fait en pleine mer. Donc il y aura Ok. dispersion des cendres en pleine mer et du coup, mon fils, parce que j'ai qu'un enfant, c'est lui qui pourra garder cette œuvre en souvenir. C'est beau en fait parce que finalement, tu partiras avec ta création quoi. Yes. C'est assez magique en fait. Ouais. Et je le propose aussi aux gens. Puis à la fois, il y a beaucoup d'humour quoi là-dedans. Bah, je sais pas pourquoi, mais mon lien à la mort et ça ne me rend pas triste. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu quelques amis qui sont quand même décédés pour des cancers. Bah, j'ai participé à des célébrations laïques qu'on a organisées, qu'on a co-créées, etc. Et je me rends compte à quel point, en fait, pour moi, ce n'est qu'un passage, en fait. C'est un passage de la naissance, de la naissance à la mort, mais après, voilà. C'est ça. C'est un cycle. Oui. Pour moi, c'est pas triste. Je suis un peu comme Claude Nougaro, là, quand il chante sa chanson dansez sur moi le jour de mes funérailles. Bah voilà, moi je dirais pareil, quoi. Gros banquet, manger, buvez, dansez, mais surtout ne soyez pas triste, quoi. Parce que je serai plus là, moi. C'est tout. Bon, avant que tu partes, oui. parce qu'il y a encore 2-3 trucs à faire quand même. Je suis encore jeune. Hein, t'es encore jeune. Et moi, j'avais cette dernière question à te poser, qui est 2 en 1. C'est quoi les projets qui te tiennent à cœur qui vont arriver? Et le rêve que tu voudrais vraiment, vraiment réaliser avant de partir plonger avec cette urne? Ah oui. Tu sais ou pas? Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis quelque temps, en fait, c'est que le passé, je l'oublie. Le futur, bah, je sais pas trop. Ok. Et le présent, il est intense. Ok. Du coup... ça va pas nous aider, ça. Pour les projets, si tu veux, le projet en ce moment que j'ai, c'est créer des urnes. Ça, c'est sûr. Ok. Créer des urnes pour les autres et co-créer des urnes avec les autres. Parce que comme j'ai appris à accompagner les gens dans la création d'objets, je peux les accompagner aussi dans la création en fait, de leur propre urne. Ouais. Bon, ça, c'est un volet qui me semble important parce que je ne peux pas me retrouver à faire des urnes par hasard. Non. Au début de ma carrière et puis laisser ça de côté. Ouais, j'ai envie de terminer, de boucler ça et de mettre en place effectivement une petite entreprise ou une petite association sociale solidaire, je ne sais pas trop encore comment. Peu importe, mais en tout cas, c'est un truc que tu... En tout cas, quelque chose avec comment créer des objets en lien avec ça, le passage de la vie après la vie. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui est actuel que je vais mettre en place. Et autrement, bah, en fait, j'ai un nouveau... Alors, j'ai un nouveau bébé. Un nouveau truc qui est en train d'émerger, là. Ouais. Alors, l'argile, toujours. Ouais. Ah ouais, ça, j'y peux rien, j'ai pas fini. Hein. Alors, en gros, ça s'appellerait... Alors, je peux pas trop en parler, mais... C'est quoi, juste les contours? Mais ce n'est plus l'objet. Ça devient l'humain argile. Ok. C'est encore un autre niveau où le massage du corps va être présent et c'est en quelque sorte c'est quantique.
Ok, il est pas mal le pitch, j'avoue. Ouais, C'est pas mal. c'est encore assez mystérieux, mais je le découvre en ce moment Ok, avec des enseignants. C'est en lien avec le massage, l'argile humaine ok, et matière, corps humain ok. à réinformer. Allez, ça sera l'occasion d'une deuxième Voilà. interview. C'est pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Mais j'ai encore du pain sous la planche et parce que toucher le corps humain, pour moi, c'est encore nouveau. Ok, Parce que moi, je touche la matière, ok. ouais, Mais toucher le corps pour pouvoir le réinformer avec l'argile, c'est encore autre chose. waouh. Donc ça, c'est un projet en devenir. Et quelque chose qui me plairait énormément, c'est de créer une école du toucher. Avec l'argile. Parce que je me rends compte que la thérapie que je propose avec l'haptique, ce qu'on appelle la science du toucher, c'est l'haptique. C'est pas tellement connu en France. Quand on parle d'haptique, c'est pas connu. Et pourtant en Allemagne, ça existe depuis très très longtemps. Moi, je suis thérapeute haptique au champ d'argile. Alors le champ, c'est pas c'est le champ de blé, hein, c'est le champ des possibles. C'est le champ d'argile. Ouais. C'est haptique, c'est-à-dire que par le toucher, le corps se souvient. Ok, Et ce qu'on ne sait pas, c'est que moi, toi, chaque personne, à 8 semaines dans le ventre de la mère, on fait l'expérience du toucher. Et c'est le premier sens, en fait, qu'on découvre, avant le reste. C'est le toucher corporel. C'est le corps dans sa globalité qui baigne dans ce liquide, dans le ventre maternel. Et il fait l'expérience du toucher dans sa globalité. Est-ce que j'ai une question qui me vient. Épidermique. Oui, parce que ça m'inspire ce que tu dis par rapport à ça. Est-ce que tu aimerais par exemple accompagner des futures mamans et surtout accompagner de la vie intra-utérine? Est-ce que tu penses que c'est possible? Je suis sûre. Une question bizarre ça, hein, Je non? suis sûre qu'il y a plein de possibles. Ouais. Mais tu vois, moi, je peux pas être partout. Il faut des équipes. Ouais. Donc moi, je me dis, tu vois, si on est nombreux à co-créer et à travailler dans ce sens-là, déjà, le sens du toucher, déjà, c'est énorme. Rien que le sens du toucher. Il n'y a pas que le massage. Moi, je vais y aller dans le massage, là, certes, mais avant le massage, il y a un ressenti. Ouais. C'est le ressenti, en fait. Et quand on touche, il y a un ressenti. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Et qu'est-ce qui nous permet, en fait, de transformer? Parce qu'en fait, par le toucher et par l'haptique, on se transforme. C'est-à-dire que même les bobos qu'on a eu enfant, les manques en lien avec le maternel, je l'ai expérimenté, les manques en lien avec le maternel, le lien en manque avec le paternel, quand on n'a pas reçu ça, à n'importe quel âge, en fait, on peut changer, on peut le transformer, on peut le réinformer dans notre corps, dans notre peau, dans les cellules, dans les fascias, dans le squelette. Ouais. Et dans ce corps-là, une fois qu'il est rempli jusqu'à saturation du besoin, et là j'insiste sur le mot saturation du besoin, comme je disais, j'avais faim au début, il fallait que je crée, jusqu'à saturation. À un moment donné, tu n'as plus faim. À un moment donné, ton corps, il est rempli, il est repu. Et à ce moment-là, en fait, tu as intégré tout ce qui n'avait pas été intégré. Une forme de guérison, quelque part. Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, tu restaures à l'intérieur de toi une sécurité que tu n'as pas eue à l'extérieur. Tu n'as plus besoin, en fait, d'aller chercher la sécurité à l'extérieur. C'est ça. Tu n'as plus besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose que tu as en manque parce qu'en fait, tu l'as restauré. Il est là. Et à ce moment-là, tu te rends compte, concrètement, que c'est bizarre, habituellement, j'aurais réagi comme ça. Tiens, habituellement, je me serais mis en colère ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Et là, non. Donc, moi, j'ai envie de te remercier, Sandrine, pour toute cette richesse. Ce moment, tout court. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai envie d'aller découvrir plein de choses avec ton travail. Envie de le partager, on parlait avant de commencer l'interview, de faire circuler les choses, de les partager, de les transmettre. Eh bien, voilà, moi j'aurais très envie, en tout cas,
à ma manière, et c'est ce qu'on essaie de faire là, en tout cas, de transmettre. Et moi, je te remercie 1000 fois pour ce moment. Et du coup, j'ai envie de te laisser à toi le petit mot de la fin. Bah oui, il en faut un quand même. Bon, alors j'ai vachement parlé. Du coup, je vais jouer juste un petit son avec ma flûte en terre. Allez. C'est une flûte en terre que j'ai eue en Dordogne. J'aime bien. Merci beaucoup, Sandrine. Plein de belles choses à toi. Merci, Franck. Joli chemin.